l'accompagnement à l'allaitement, selon l'approche à pas de moi, c'est quelque chose qui se fait pas à pas dans une continuité de temps et que quelquefois, on a une vision de l'accompagnement comme une réponse à un problème, quelque chose qui réglerait quelque chose directement. Le fait que la réponse finalement arrive dans un accompagnement crée un cheminement qui va permettre vraiment de développer plein de choses, que ce soit la confiance, l'observation de son enfant, la compréhension de son rythme et la compréhension de son fonctionnement. Ça va permettre d'amener des informations au bon moment aussi quelquefois, parce que l'information, on peut la recevoir maintenant, mais ne pas être prête à la recevoir, alors que si on avait attendu un petit peu, finalement, on aurait pu la recevoir avec beaucoup plus de clarté la semaine d'après ou la semaine encore d'après. Et ce cheminement-là peut être perçu comme une attente, alors que finalement, c'est l'instant présent qui compte. C'est pas tant le résultat, c'est tout le cheminement qu'on va avoir qui va aider en fait la maman, le papa allaitant à découvrir sa propre voie lactée. Et c'est un questionnement qui revient souvent dans le pourquoi on ne répond pas directement aux questions et pourquoi on laisse chaque accompagné finalement avoir son cheminement. Mais c'est pour ça, parce que on peut vous donner toutes les manières de faire, tous les fonctionnements existants, etc. Ce qui compte, c'est ce qui vibre avec vous, ce qui vibre avec votre bébé, ce qui va dans vos valeurs, dans votre sens finalement intuitif de ce qui va se passer dans votre voie lactée. Et vraiment, je pose ça là pourquoi? Parce que on a eu un questionnement il n'y a pas longtemps avec une facilitatrice d'allaitement qui disait ne pas répondre directement à une problématique qui était en place avec son accompagné et se sentir finalement à se questionner, jusqu'à se questionner du, mais du coup, est-ce que j'accompagne bien là? Et cette analyse de la pratique est hyper intéressante parce qu'elle amène cette notion finalement de cheminement. Et du coup, vraiment, l'approche à pas de moi a ce petit truc spécial qui remet l'accompagné au centre de l'accompagnement. Tout part de l'accompagné. Et du coup, j'ouvre la conversation du qu'est-ce qui finalement fait que la facilitation a toute son importance en complémentaire de la consultation avec un professionnel de santé. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'Amazon Prime, de toute façon. Les gens s'attendent à avoir une réponse immédiate. J'ai ça, il me faut une réponse immédiate. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne que tu accompagnes attend ça, mais toi, tu t'attends à donner ça. En fait, c'est un espèce de cercle vicieux. Comme toi-même, tu es adepte de l'Amazon Prime dans ta vie, bah, quand tu accompagnes quelqu'un, tu dis, il faut que je donne la réponse tout de suite. Faut y aller là. Faut donner la réponse. Et toi-même, tu, tu te frustres, tu vis mal le fait de ne pas donner la réponse à l'autre. Alors que un des principes du développement personnel, que tu peux retrouver en psycho, que tu peux retrouver dans plein de domaines, c'est qu'en réalité, la réponse, les gens, ils l'ont. Tu as profondément la réponse en toi. Maintenant, il faut que tu te laisses le temps de la réflexion, il faut que tu te laisses le temps de le trouver. Il n'y a pas très longtemps, avec une autre facilitatrice d'allaitement qui m'a aussi interpellée, elle m'envoie le message que lui envoie une maman. Elle me dit, mais je ne sais pas quoi dire. Dans le message, il y avait toutes les réponses. Dans le message, il y avait au moins une piste. Au moins une. Ce à quoi je lui dis, à quoi ça te fait penser? Quand tu lis ça, qu'est-ce qui te vient? Comme ça, du premier coup. Et vraiment bloqué. Non, je sais pas, non, non, non. Elle me dit, mais elle m'a renvoyé un message, elle me dit ça. J'ai punaise, avec le deuxième message, moi j'ai une deuxième piste. Non, non, non. Je lui ai pas, je sentais qu'elle bloquait. Donc je sentais que ça servait à rien de continuer à la laisser mouliner dans le vide. Ça aussi, c'est une part importante de l'accompagnement que nous, on peut prodiguer aux filles, par exemple. Donc je l'ai pas laissé mouliner dans le vide. Par contre, je ne lui ai donné que les mots-clés qui, moi, m'ont permis de voir des pistes. Et quand je lui ai soulevé ces mots-clés, elle me dit, ah, mais ça pourrait être ça. Puis bah alors, tu l'as la réponse. J'ai dit, le deuxième message, il te fait penser à quoi? Et en fait, comme elle était lancée sur sa confiance, elle me dit, bah, le deuxième message, il me fait penser à ça. Je dis, bah alors, tu l'as ta réponse. Je dis, maintenant, il faut que tu ailles vérifier, il faut que vous mettiez en place des tips pour vérifier quelle va être la meilleure piste, sur quoi vous partez. Mais encore une fois, les gens se bloquent en mode, vite, vite, vite. Tu sais, on dirait une poule qui a perdu sa tête. Tu sais, ah là, faut que je donne une réponse. Vite, 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 vite. Non, prends le temps d'analyser. En plus, c'est par message. Tu as le temps de le lire, de le relire, de va cuisiner un truc, de revenir dessus, de réfléchir. Laisse-toi peut-être un petit peu. Mais non, mais non, mais la personne, faut que je réponde tout de suite, faut que je réponde. Non, 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 non.
Et si la personne elle a vraiment besoin d'une réponse immédiate et que ce genre d'accompagnement-là, ça ne lui correspond pas à elle, 750 000 naissances par an, les gars, calmons-nous, il y a du monde. Hein. Mais nous-mêmes, on crée aussi ça. À vouloir répondre trop vite, on crée ça. Euh, je le fais pas assez régulièrement, il faudrait que je le fasse beaucoup plus. Mais encore dernièrement, j'ai eu un échange avec une maman, écrit. À aucun moment, j'ai répondu à sa question. Zéro, peanuts, que dalle. L'échange a dû durer quoi? Peut-être, c'était par message interposé, donc peut-être un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. Le temps. Bon, elle était vraiment là, en ligne en même temps que moi, donc on se faisait des questions-réponses, mais à aucun moment, j'ai répondu à sa question. J'étais là, oui. Et toi, là, comme ça, instinctivement, qu'est-ce que tu dirais? Bah, moi, je dirais si, ça. Mais, tes premières pistes, elles ont l'air plutôt cohérentes. Et ton mais là, qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Bah, parce que ça. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, à aucun moment j'ai répondu. La question, c'est que l'autre me dit merci pour ton aide. Techniquement, j'ai rien fait, là, toujours pas. Techniquement, je dis. Et même ça, tu vois que chez les filles qui se forment, le côté entendre que ton boulot, entre guillemets, c'est ne rien faire, c'est extrêmement compliqué. Ça réveille énormément le syndrome de l'imposteur, de tous ces trucs-là. Hein. Oui, mais si je suis payée à rien faire, si je donne pas de réponse, mais si, tu les aides à chercher par eux-mêmes. Et c'est surtout, c'est pas qu'on ne fait rien. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que le vivre illustre vraiment le fait que ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on accompagne. C'est comme si tu me disais, euh, j'ai rien fait pour que mon enfant sache marcher. Bah si, tu as marché tous les jours devant lui, en fait, déjà. Juste ça. Mhm. Tu as marché tous les jours devant lui. Tu as été le bras qui l'a rattrapé avant qu'il s'explose le menton par terre. Tu as géré l'environnement autour de Gérer lui, tu l'as l'environnement. Tu as laissé nourri des pour petites qu'il puisse bannières avoir pour la qu'il puisse force. s'appuyer dessus, pour qu'il puisse glisser, pour qu'il puisse Mhm. avancer. Peut-être, il râlait tellement, c'était tellement compliqué pour lui que tu as mis un foulard sous ses bras pour pouvoir l'aider à se maintenir en position verticale sans le toucher lui, qu'il puisse trouver ses appuis. Peut-être tu l'as encouragé avec tes mots. Puis t'as pas rien fait. C'est comme si tu me disais, j'ai rien fait pour que mon enfant sache parler. Déjà, si tu as parlé avec un vocabulaire normal en face de ton enfant et pas des gaga gougou bubu, bah si, tu as fait énormément de choses en fait. Le fait que tu articules, le fait qu'on parle ce qu'on appelle le mamané ou le parenté, le fait d'articuler, de surexagérer, si, ça l'aide. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on disait, je fais rien. Je fais rien pour ce genre de choses. Bah, en fait, je pense que on souligne tellement peu, en réalité, ce qu'on fait dans notre vie. On souligne tellement peu regarde, nous, on incite les filles à célébrer la moindre petite victoire. Mais pourquoi? Parce que si tu soulignes la moindre petite victoire, si tu soulignes le moindre truc que tu as bien fait, utiliser le stylo vert plutôt que le stylo rouge à l'école, on va commencer par là aussi, hein, bah tu as l'habitude de ça. Donc tu te dis, bah non, je fais pas rien. Bah non, je fais pas rien. Puisque là, j'ai fait un truc et waouh, trop cool. J'ai mis des talons aujourd'hui, je me suis pas cassé la gueule. Trop bien. Trop bien. C'est reposer le regard, en fait, hein, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, sur les manières aussi, des fois, sur laquelle on le vit, de la manière qu'on le vit, pardon. Ça me fait penser à l'émotionnel quand on comprend pas, on dit, bah, j'ai juste vécu ça et je comprends pas, ça m'a fait ça. Mais en vrai, si on se pose en tant qu'observant, on peut se rendre compte de cet émotionnel-là et du coup, tout découle de ça ensuite. Mais si on n'observe pas, si on ne remarque pas les faits que nous faisons, on ne remarque pas le cheminement qu'on a fait, l'évolution qu'on a depuis hier, ne serait-ce que depuis hier, depuis qu'on s'est réveillé, quelles sont les choses qu'on a mis en place pour finalement être debout après que le réveil ait sonné, toutes ces petites choses qui finalement font notre pratique quotidienne et nourrissent notre être. Finalement, si on met des yeux dessus, on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses en pensant rien faire. Bien sûr. Euh, Vous êtes accueilli chez quelqu'un qui n'aime pas cuisiner. Cette personne, elle a un niveau cuisine proche de la pâte feuilletée, j'y jette 3 œufs et des lardons, tu vois. Bon, cette personne a fait l'effort de cuisiner pour vous. Même sa petite tarte aux légumes du soleil, là. Déjà, ça lui a demandé, tu soulignes ça. C'est énorme d'avoir fait ça déjà. En soi, c'est, elle a pris ce temps, elle a pris sur elle, elle déteste cuisiner, elle a pris sur elle, elle a essayé de te cuisiner quelque chose qui était bon, mais ça souligne ça. Tu vois ce que je veux dire? Euh, j'ai- Bon, après, les chiens font pas des chats. Mais j'ai un fils qui est un grand râleur devant l'éternel. D'accord? Je l'ai dit, après, les chiens font pas des chats. D'accord. Mais quand il fait un truc,
qui s'est pas énervé, qu'il a eu de la persévérance, qu'il a essayé. Et je lui fais des câlins de ouf, en fait. Je suis là, oh, mais je suis trop fière et tout. Je suis là, on se fait des checks. Et je souligne ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moins. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne fait pas ça. On le fait pas. Et comme tu dis, oh, quelqu'un qui a cuisiné. Oh non, mais c'était rien. Bah, Mhm. t'aimes pas cuisiner, c'est quelque chose, en fait. Surtout qu'on le dit souvent par fausse modestie, hein. Ah, je sais pas si on le dit par fausse modestie. Tu sais, je finis par me demander si on le dit par fausse modestie ou si on le dit parce qu'on répète des trucs qu'on nous a rassérénés dans. Ouais, bah c'est bon, je vais pas te dire merci non plus, c'est normal. Mhm. Qui n'a jamais entendu cette phrase dans sa vie? Bah c'est bon, je vais pas te dire merci non plus, c'est normal, quoi. Tu vois, un truc un truc vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, avec ce qui est la société, gna 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 gna. Bref, on va pas le refaire. On est là, on fait des posts. Ah non, mais c'est bon, c'est pas la peine de remercier son mec parce qu'il a passé l'aspirateur, c'est normal, il doit partager les tâches ménagères, gna gna gna. Et si vous saviez le nombre de fois par jour où on se dit merci pour des trucs qu'on a fait l'un l'autre, je le remercie pas d'avoir participé aux tâches ménagères. C'est normal, il fait partie de cette famille. Mais je le remercie parce que sur ce point-là, bah, il m'a enlevé de la charge mentale. Là, sur ce point-là, j'avais grave pas envie de le faire. Mais à l'inverse, sur ce point-là qu'il aime pas, bah moi je vais le faire. Et ça, là, c'est normal. Et pourquoi on se dirait pas merci pour ça? Pourquoi on soulignerait pas ça? Et bien entendu que tous les deux, on est les premiers à se répondre, ah, mais c'est normal, Doudou. C'est bon, t'inquiète. Oui, mais je vais le faire, t'inquiète pas. Non, mais vraiment, t'inquiète pas, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Et nous, on est là tous les deux, ah, merci ma puce, ah, merci mon chéri, gna, gna, gna. Mais on se remet, ça fait du bien. Et puis, ça fait du bien, et puis tu te dis, ah, quand même si c'est normal, ah, l'autre, il m'a dit merci. Donc, tu as envie de le faire aussi plus souvent aussi. Complètement. Et puis, il a vu que tu l'as fait. Il y a aussi cette notion-là, hein. Dès qu'il y a un mot qui est donné pour finalement souligner, là, ça veut dire que la personne a vu qu'il y a eu un travail d'effectué dans la maison. Quand on est habitué et qu'on ne dit plus merci, qu'on se retrouve à finalement faire plein de tâches, mais qu'on ne souligne pas. Là, la charge mentale de ce qui vient de se passer, elle est que pour soi. Alors que si l'autre partage juste un petit merci, un petit «Oh, j'ai vu, purée, t'as carburé aujourd'hui, t'as tout fait, j'ai l'impression». Ça change tout sur la manière dont on a vécu finalement tout le processus de tâches ménagères. Et ça, je sais que, et t'en fais aussi les frais régulièrement, j'essaie d'être vraiment au taquet sur ce genre de trucs. Même les petites choses, même les petits services, même quand tu travailles en équipe. Tu peux pas être au taquet tout le temps sur tout, mais y penser, le dire, tu vois? Et je trouve que là, avec ses enfants, mais si t'as jamais été habitué à ça, moi je le vois, mes enfants, ils se disent merci entre eux, tu vois? Mais si t'as jamais été habitué à ça, C'est vrai. Et après, on se demande pourquoi nous, on ne nous dit pas merci. ah oui, mais si, c'est pareil, si on t'a toujours, pas forcément dévalorisé, mais balayé, je sais pas comment dire ça, mais balayé de la main, tu vois ce que tu as fait. Oui, bah, Mhm. c'est normal, je peux te dire merci pour ça, c'est bon. Tu vois, cette phrase, elle est assassine au possible. Bah si, dis-moi merci parce qu'en fait, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, moi, dans mon intérieur. Moi, j'ai le cœur un peu en joie, quoi. Tu vois. Et en plus, enfin, comme je dis à mes enfants, hein, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'ai pas besoin d'un diamant, hein. Vas-y, dis-moi merci déjà. Ça me va. Et dire merci, ça permet aussi de faire ce pas vers l'autre et d'un jour pouvoir se dire pardon. Aussi, mais tout engendre plein de choses. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude aussi de dire ce qui va, les gens n'ont pas l'habitude. Moi, j'adore dire quand ça va. Moi, je suis le genre de meuf, je peux voir un compte Insta d'une grande marque, envoyer un message, genre, oh, les gars, votre pub, elle est trop canon, bravo, c'est trop bien fait, machin, machin. Je ne vais pas forcément acheter le produit, je ne suis pas forcément intéressée, mais je sais pas, je trouve que le travail créatif est intéressant, je trouve que je vais le dire, tu vois. Et il y a des gens qui vont me répondre, qui me dire ah bah merci, ça fait plaisir, c'est pas souvent qu'on nous dit ça, t'engages une conversation, l'autre il se sent soutenu dans son travail de ce qu'il a fait, etc. Mais ça veut aussi dire que si un jour, par exemple quand tu travailles entre collègues, si un jour à un moment donné un truc qui ne va pas, c'est aussi plus facile pour l'autre de l'entendre parce que d'habitude on lui dit quand ça va. Donc ça veut dire en fait on vient pas toujours me dire quand ça va pas. Alors là, oui, ok, ce truc-là, c'était pas top. Ouais, je comprends, ok. Ouais, la créativité, tout ça. Ok, ok, bon, ça, c'était pas top, ok. Mais c'est vrai que je me souviens que la semaine dernière, par contre, elle a vachement aimé ce que j'ai fait. J'ai voulu être créative là. Peut-être je vais me rebasser sur ce que j'ai fait la semaine dernière. Elle avait bien aimé. Je vais voir comment je peux ajouter un peu de créativité pour que. Et en fait, ça aide aussi.
ça aide à aller piocher dans, dans, dans ses propres connaissances et justement dans ses réponses intérieures, finalement. Il y a aussi ça. Ah, mais ça, je l'avais fait avec mon premier enfant, ça avait bien marché. Je vais tester ça d'abord, parce que ça, je connais, ça, je sais que ça avait marché. OK. Et ah, ça échoue. Bon, je le vis pas mal parce qu'en fait, ça avait bien marché avec mon premier enfant. Bon, OK, c'est juste qu'à cet enfant-là, ça lui est pas adapté. Tu vois ce que je veux dire? Dire les choses qui vont bien, c'est André Stern qui dit ça, hein. Quand tu dis tout le temps oui à un enfant, le jour où tu lui dis non, ça passe hyper bien. Ça passe crème. Le jour où tu lui dis attends, je te donne tes feuilles dans 5 minutes, il va pas te casser les pieds. Parce que d'habitude, il a. Donc là, il va attendre. Et c'est ça aussi. Alors, je sais même plus comment on en est arrivé là, mais peu importe. Comme d'habitude, ça va dans tous les sens. Mais c'est ça aussi, le truc, c'est que, putain, mais ça vous. Pardon, je vais être vulgaire, mais ça vous trouerait le bonnet. Voilà. D'être gentil, d'être bienveillant, de dire quand ça va. C'est très français, hein, de dire quand ça va pas en plus de ça. Mais dire que ça va. Dire que quelque chose, il est bien, quelque chose, il est bon. Euh, voilà. Voilà, typiquement. Données personnelles. J'ai eu besoin d'avoir des cahiers, puisque j'ai des cahiers pour écrire pour les transmissions. J'avais bien donné mon cahier des charges sur ce que je recherchais, etc., à la régie, qui est allée de très bon cœur, etc., et qui m'a ramené des carnets qui ne correspondaient à rien à ce que j'avais demandé. Bon, il y en a un, je l'ai utilisé tel quel en me disant, bon, ok, c'est pas grave, je vais m'y faire. Et puis, il y en a deux que j'ai mis de côté. Eh bien, mea culpa. Parce que les deux que j'ai mis de côté en me disant, non, mais ça me correspond pas du tout, je vais pas pouvoir les utiliser. Et ben en fait, tout à l'heure, et c'est tout frais, j'ai été le voir, je dis, je peux te faire un bisou? Il me dit, mais pourquoi? Je dis, il faut que je me fasse pardonner. Il me dit, bah de quoi? T'as rien fait? Je dis, si, bah si, quand même, il faut que je te demande pardon parce que quand même, j'ai un peu abusé. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, mais non, mais tu te souviens les deux carnets que je t'ai dit que j'allais pas les utiliser parce que bah c'était pas ce que je voulais? Il me dit, oui. Je dis, ben, il y en a un, je l'utilise en fait. Il est bien. Puis, du coup, pour faire ça, ça, il va être pratique. Il me regarde, il fait, oh, mais t'es trop mignonne. Je me suis dit, mais non, mais t'as pas besoin de t'excuser pour ça. Moi, je dis, si, quand même, dis donc, bon, quand même, je les utilise, donc bon, j'avais un peu tort, quoi. Tu vois, il me dit, mais non, t'avais pas tort, c'était pas ce que tu cherchais, machin, machin. Mais voilà, tu vois, un exemple concret. Et c'est vrai, on se l'est dit sur le moment, on a rigolé, on fait, mais tout le monde penserait pas à aller s'excuser de s'être trompé, parce que je me suis trompée, finalement, ils me servent, ces trucs-là. Enfin, en tout cas, un des deux. Mais la meuf qui veut pas admettre jusqu'au bout, tu sais. Mais, mais voilà. Mais tu vois, tout le monde dirait pas à se dire ah, je me suis un peu trompée, allez, je vais lui dire pardon, je vais faire un petit bisou. Pour autant, je l'avais pas pourri hein, quand il m'a ramené ses carnets, attention, hein, mais on a rigolé parce que c'était pas ce que j'attendais, tu vois. Mais qui fait ça? Il y a beaucoup de gens qui font ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ça? Alors que l'autre, Absolument pas. il s'est donné du mal, c'était pas son moment pour lui de sortir, il y a été avant le début de la transmission pour que j'ai un carnet en transmission, nanana, t'imagines le mal que s'est donné le mec, quoi. Là, il rentre, il a 3 carnets, deux qui me correspondent absolument pas, alors je lui dis rien, je lui dis oui, c'est gentil. C'est pas tout à fait ce que je recherchais, mais bon, je vais utiliser celui-là, puis ces deux-là, je les mets de côté, on verra bien. Au pire, ça fera des carnets de dessin pour mes enfants, etc. Et d'admettre que et finalement ok ok c'était pas ce que je cherchais mais bon autant pour moi je vais l'utiliser quoi. Mais ça, il y a quand même une grande notion d'empathie ici, hein, parce que de pouvoir imaginer ce que l'autre a fait dans l'effort qu'il a fourni pour finalement amener ses carnets, il faut savoir aussi avoir ce regard-là. C'est aussi pour ça Non, qu'on arrive non, à les non, voir. non, non, non. Non, c'est pas de l'empathie, c'est que t'as un cœur de pierre et que t'es con. Enfin, je suis désolée, mais à un moment donné, non, mais je passe pas par quatre chemins. En plus, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de filtre, d'accord? Mais à un moment donné, non, c'est pas de l'empathie. C'est avoir conscience de l'autre qui vit avec toi, mon sang. Je sais pas, ça me paraît, enfin, en tout cas, moi, ça me paraît plus que normal, tu vois. Ça rentre dans tes valeurs, c'est pour ça. Est-ce que c'est parce que j'ai pas grandi avec ça? Je sais pas. Je sais pas. Mhm. Je sais pas. Mais ça me paraît pas difficile, en tout cas en ce qui concerne la personne qui partage ta vie, en l'occurrence, ou les personnes qui partagent ta vie, en incluant les enfants, ça me paraît pas difficile de te dire merci, s'il te plaît, de rendre un service. Tiens, tiens, alors, ah non, mais attends, chérie, ça fait 10 fois que tu te lèves pour les enfants, laisse, je vais y aller sur ce coup-là. De voir ce que l'autre fait aussi. Oh, je viens d'avoir une image là. Le fait que l'autre soit son miroir. Quand on s'engage avec son conjoint et que finalement, dans l'évolution qu'on a du couple, l'autre devient son miroir. Quelque part, il y a aussi cette notion-là d'amour de soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Mm. Ouais. Oui, alors pourtant, c'est pas pour l'amour que je me porte, hein. Bon, très honnête, hein. Je suis
Pas toujours les cordonniers les plus mal chaussés, de toute façon, hein, soyons honnêtes. Euh, ou peut-être que je reporte, peut-être qu'on peut reporter sur l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Bien sûr. C'est possible, hein. Même si ce n'est pas particulièrement équilibré de faire ça, c'est possible. Je te lance ça comme ça. Ah, je Euh, travaille sur ses traumas comme il veut, madame, d'accord? son rythme, pas de vous, madame, pas de vous. Exactement. Mais ça Mais n'empêche oui, que c'est toujours une histoire de d'attention à toi-même, peut-être effectivement, à l'autre, et au temps qu'il faut pour chacun aussi. mhm, complètement. Avoir la réponse immédiate, de toute façon, en fait, en même temps, j'ai envie de te dire, si on avait la réponse immédiate à tout, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier? Mais tellement, tellement. Et en plus de ça, ça ferait même pas de sens parce que finalement, on ne serait pas autonome. Ça veut dire qu'on serait sous le joug de quelqu'un tout le temps. Attends, rappelle-moi, ça s'appelle le triangle de Cartman, je crois, avec Sauteur. Je pose ça là, comme ça fera un petit rafraîchissement pour certaines. Euh, Tu sais, moi, je considère, enfin, j'ai vraiment peut-être une vision un peu bizarre, particulière, mais aujourd'hui, tu travailles pour vivre. Beaucoup, vraiment. Euh, J'aimerais peut-être un jour qu'on puisse atteindre un idéal où 80% de ta vie, c'est du développement personnel. Et 20% de ta vie, c'est, bah, effectivement, il faut travailler pour manger, voilà, pour mettre des trucs dans ton assiette. Mais je crois que le plus gros travail qu'on a à faire dans notre vie, c'est pas celui que tu fais dans ton job, c'est pas celui que tu fais. Ah, tout dépend du job que tu as choisi, j'ai envie de dire. Mais c'est pas forcément celui que tu fais dans ton job, c'est pas forcément que tu fais celui que tu fais dans ton usine à travailler pour un autre. Et c'est celui que tu fais pour toi. Et je crois que si beaucoup plus de gens étaient concentrés sur leur propre développement, leur propre soi, avec tout ce que ça implique, de noir, de moche, de beau, d'être en phase avec tout ça, eh ben, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'emmerde sur Terre. Et beaucoup plus d'amour. Et les cons seraient occupés. Eux qui seront Et cons les seront cons seraient occupés. occupés. Celle-là, je l'aime bien aussi. Et les cons seraient occupés, exactement. Cette notion-là, elle est hyper intéressante. Euh, il y aura toujours des subtilités, il y aura toujours des cas à part, etc. Quelque part, dans chaque situation, même les métiers comme par exemple les métiers d'usine, on peut continuer à se développer personnellement et à développer des clés pour soi, même dans des environnements qui ne sont pas propices à. Et on le voit souvent avec des gens qui sont accompagnés justement dans ce développement et qui amènent une autre vision de leur situation, de leur routine, de leur quotidien, de leur travail. Ils arrivent à faire des liens avec d'autres personnes alors que ça fait des années qu'ils ne faisaient pas de lien avec ces personnes-là, juste parce que bah, personne ne fait de lien avec ces personnes, donc on n'a pas fait. Alors que... Et en fait, ils se développent petit à petit, euh, finalement, en se laissant la liberté d'être eux-mêmes, en essayant des choses aussi quelquefois. Combien sont restés dans leur métier des années et n'ont pas monté les échelons, tout ça parce que, ah oui, mais c'est pas pour moi, moi je peux pas faire ça. Et que quand ils commencent à se développer, ils se rendent compte qu'ils sont totalement capables et qu'ils connaissent l'entreprise comme leur poche, puisque ça fait 25 ans qu'ils sont dedans et qu'ils peuvent complètement prendre ce poste supérieur. Et tout ça, c'est aussi une question d'état d'esprit et de conscience de soi, ce qui redonde beaucoup avec la conférence de formation continue qu'on a eue aujourd'hui avec Alexandra sur le fait de savoir qui nous sommes et avoir une conscience de son corps, de la puissance de son corps, de son fonctionnement, mais aussi du soi, du coup, intérieur, de ce qu'on a envie, de ce qu'on pense, de ce qu'on se dit aussi, comme tu disais, notre langage à nous à l'intérieur. Et ces petites choses-là peuvent permettre vraiment de changer des situations sans pour autant changer l'environnement. Et tu sais que je suis triste pour ces personnes-là. Je me souviens une fois avoir discuté avec quelqu'un qui était infirmière et qui envisageait une formation et qui m'a dit, mais je ne peux pas faire cette formation parce qu'elle est réservée aux médecins. Alors, tu me connais? Ce à quoi je l'ai regardé, je fais, et bah, je suis pas médecin. Et bah, j'ai pas le niveau pour être médecin. Et là, j'ai eu tellement mal au cœur. J'étais là, mais quelle est ta vision de toi-même en fait? Alors, on n'a pas dit que ce serait facile. On n'a pas dit que ça allait se faire rapidement. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui t'empêche d'être médecin? Tous les ans, il y a au moins un papy ou une mamie de 70 à 80 balais qui nous prouve qu'il peut passer le bac. Mhm, c'est vrai. On a un.
pourquoi pas? Quelle vision tu as de toi-même pour te dire, bah non, j'ai pas le niveau. Mais à quel moment? À quel moment t'as pas le niveau? J'ai parmi mes personnes proches quelqu'un qui est devenu pilote de ligne à 40 ans. C'était pas ses études de base, c'était pas son boulot de base, mais c'est sa passion. Alors il a mis le temps. Oui, c'est effectivement, il a eu un job, il fallait manger, etc. Il a mis de côté, puis quand ça a été le bon moment, il l'a fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le niveau? C'est ça qui va être intéressant. Se dire, se condamner, même, j'ai envie de dire, à dire je n'ai pas le niveau, ça n'amène nulle part. Ça fait que nous bloquer, ça met une chaîne à notre cheville pour pas qu'on puisse avancer. Alors que si on a un regard plus loin, qu'on s'imagine finalement médecin et qu'on se dit, OK, c'est là que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Et que là, on met tout carte sur table et qu'on se rende compte des choses et qu'on cherche le cheminement le plus facile, le plus simple pour soi, le plus dans ses valeurs. Quelquefois, on prend le plus compliqué parce que c'est dans ses valeurs de trimer. Il y en a d'autres, bah, c'est la facilité, donc ce sera dire le chemin le plus facile. Mais c'est là qu'on va avancer en Mais faisant des pas chaque jour. quand tu écoutes les gens, c'est ah ouais, mais qu'est-ce que. Au prix de quel sacrifice? Ah, moi, j'ai envie de te demander, mais justement, qu'est-ce que tu perds à ne pas le faire? Au prix de quel gain? C'est comme les gens qui disent sortir de la zone de confort, hein. Non, t'es déjà dedans. Mets des coussins, élargis-la. Rends-la confortable. Au prix de quel sacrifice? Bah, aucun, en fait. Tu vas rencontrer des gens, tu vas lier des amitiés, tu vas apprendre des nouvelles choses, tu vas trouver un équilibre personnel, peut-être professionnel. Quel sacrifice? Ils sont où là? Ils sont où les sacrifices? Ah, il me va falloir que je me lève plus tôt. Oui, mais comme tu viens de le dire, vois après. Oui, pour l'instant, il va falloir que tu te lèves plus tôt. Mais, et après, qu'est-ce que tu vas gagner? Ah, ben, je vais être bien, je vais être alignée avec moi-même, je vais avoir un meilleur rythme de vie, je vais être avec mes enfants, je vais avoir un boulot équilibré, etc. Alors, bah alors, je comprends pas. Naturellement, petit disclaimer, nous n'accompagnons pas de cette manière. Non, Nous évidemment, sommes, nous sommes très douces. On met des petits coups de pied au cul des fois, mais c'est des petits coups de pied au cul qui font du bien. avec des petits chaussons licorne. Bon, non, la On avait licorne, la pointe. le pic n'est pas piquant, hein, c'est en mousse. Il y a du Moi, j'ai coton dit dedans. c'est parce que je vois les chaussons de ma fille, tu sais, elle a des chaussons, tu sais, les chaussons à forme là, Molletonné, ouais. molletonnées là. Elle a une licorne. Alors je me suis dit, ça fait mignon, et j'avais oublié la corne. On le donne sur le côté. On donne des coups francs. C'est n'importe quoi. Mon Dieu. Mais c'est pour que vous puissiez voir aussi le cheminement de pensée qui nous pousse à vous pousser à vivre vos rêves, à suivre vos convictions, à nourrir vos valeurs, à finalement aussi vous écouter et savoir finalement trouver votre rythme à pas de vous. Et C'est c'est pas vraiment que les ça, à pas filles de qu'on moi. accompagne, hein. Moi, je sais que je suis Bien comme sûr. ça tout le temps. Mhm. Ça rentre dans On le a, personnel, oui, oui. on a fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs aussi, hein. Je suis comme ça tout le temps. C'est un des mots qu'on dit en début de transmission. On dit l'approche à pas de moi une fois qu'elle arrive. Elle arrive dans votre pro autant que dans votre perso. Parce que c'est vraiment quelque chose qui finalement permet le vrai respect du rythme de chacun, de qui sont chaque personne, dont soi-même en fait. Et du coup, vraiment dans le quotidien, que ce soit avec nos enfants, avec nos maris, avec nos collègues, avec qu'importe toutes les personnes qui nous entourent, nos frères et sœurs, qu'importe, il y a une notion toute particulière de respect et d'empathie et de soutien et d'accompagnement pour chaque personne qui nous entoure. C'est d'ailleurs dans les derniers témoignages qu'on a de la dernière transmission, parce qu'on vient de clôturer une promotion de facilitatrice d'allaitement Approche à pas de moi. Et plusieurs d'entre elles ont dit avoir renoué avec leur famille proche, leurs parents, quelquefois leurs frères et sœurs. Quand Et on dit c'est renouer, ça peut être renouer ou renouer juste un dialogue hein, qui s'était perdu peut-être, hein. complètement. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir que quand on se développe, quand on fait des choses pour soi, finalement, c'est pour aussi le bien de l'autre. Ouais. Et puis je crois que quand on reçoit, j'ai eu ce sentiment aussi de quand tu reçois quelque part, tu vois, c'est le principe des réservoirs avec mes enfants. Quand ton réservoir il est plein, c'est beaucoup plus facile de redistribuer. Qu'est-ce que j'appelle un réservoir? Par exemple, mes enfants, ils ont un réservoir à câlins, un réservoir à bisous. Ils ont un réservoir à tétou, hein, pour certains encore. Petit réservoir à boobs.
Et en fait, c'est vrai que je le vois hein, chez mes enfants parfois. Mon fils va me dire, il va avoir besoin de câlins plus plus, et je vais pas être hyper disposée, et il va me dire, mais maman, mon réservoir, il est vide, et moi, j'arrive pas à faire de câlins à ma sœur. Ah, ok, direct, je m'arrête, on fait des câlins et on y reste autant qu'il faut, tu vois. Parce qu'en fait, lui-même, il sent qu'il est plus en capacité de donner aux autres, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que parfois, dans les retours qu'on peut avoir, que ce soit de la transmission, que ce soit de manière générale dans la vie, c'est le fait qu'on ait donné. Le fait qu'on ait donné, et on n'attend rien en retour, s'il vous plaît, mais le fait qu'on ait donné, eh ben, l'autre, il a été rempli dans quelque chose dont il avait besoin, et lui-même peut le redistribuer. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Et peut-être que dans les retours qu'on a eus dans cette fin de transmission-là, il y a peut-être ce phénomène, et les filles témoigneront peut-être en commentaire, mais je pense qu'il y a ce fait d'avoir reçu ce dont elles avaient besoin, ce qu'elles recherchaient, qui leur est propre, qui a fait qu'elles ont aussi pu redonner, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel. Complètement, complètement. D'ailleurs, le but de la transmission, c'est aussi de pouvoir assimiler les choses à son rythme, de Mm. pouvoir les, les vivre aussi quelque part après pour que ça redonne sens ensuite. Et il y a plein de choses qui arrivent bien après la transmission. Et là, cette promotion, les choses sont arrivées euh, particulièrement fortement dès le début de transmission. Ouais, C'était c'est vrai, hyper intéressant. c'est vrai. Et je pense que ça vient aussi du fait que les dernières promotions ont été accueillies par toutes les autres promotions. Donc on avait un grand nombre de facilitatrices qui couvaient finalement ces petits œufs qui étaient en train d'éclore. Et je pense que ça joue beaucoup le fait d'être entouré de gens qui vibrent comme nous, qui ont des passions communes, des valeurs communes, qui nous poussent vers l'avant, qui sont non jugeantes, qui créent finalement un environnement favorable à leur développement. Ouais, ouais, c'est possible. De toute façon, j'ai la métaphore dans ma tête, me demande pas pourquoi, du jardin et du terreau, en fait. Si tu as un bon terreau, tu as aussi des plantes qui poussent. Alors, les plantes peuvent pousser partout, elles ont cette faculté de pousser partout. Mais quand tu as un bon terreau, ça pousse aussi plus facilement, c'est peut-être plus solide, moins fragile. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là en tête, ça n'a absolument aucun sens. Nous sommes du terreau. Peut-être. Il y a plus de terreau. On va dire du terreau, on va pas dire autre chose, hein. Mais, mais ouais, peut-être. Je sais pas, mais j'avais cette image de tout moment on part en crise de fou rire aussi. Mais j'avais cette image ouais, de fertilité en fait. C'était surtout ça, je pense. J'avais cette image de fertilité. Grâce au fumier aussi, quelquefois. Un Le bon bon, caca de cheval. le Un bon. bon- Ça va partir, ça va partir. Je nous sens, on va partir. Chut. Restons concentrés, Laetitia. Parlons cheval. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà. Alors ça, vraiment, typiquement, c'est ce qui peut se passer à n'importe quel moment avec nous. Mon état mental, son état mental font que là, ça va lâcher. Non, non, mais en vrai, la notion, si. En vrai, pour recentrer, la notion, effectivement, d'avoir... Mais ça revient au réservoir aussi, quelque part. Qu'on parle de terreau, on rigole. Qu'on parle de terreau, qu'on parle de fumier, qu'on parle de réservoir, ça revient toujours au même. C'est finalement avoir quelque chose de plein, mais de plein positif. Un bon terreau, c'est une terre comme toutes les autres, mais elle est riche, tu vois, de plein d'éléments, d'amour, de câlins, de bisous, de jolis mots, qu'on t'ait soutenu de manière positive, etc. Et c'est des choses dans lesquelles tu peux venir piocher pour t'élever, pour grandir, pour redonner aux autres, finalement. J'ai retourné ça comme une crêpe, ma cocotte. Incroyable. J'ai même arrêté de pleurer. J'ai encore les yeux qui brillent, mais j'ai arrêté de pleurer. Mais ceci dit, c'est vrai, c'est le fait de dérouler notre pensée, vous savez à quel point ce podcast, il part dans tous les sens, mais c'est aussi ce qui est intéressant. C'est que des fois, on voit qu'il y a des images, bon, qui peuvent nous faire partir en fou rire. Ça, c'est à nous de nous contenir, mais on voit qu'il y a des images qui sont, mine de rien, parlantes et importantes. Que tu parles de réservoir, moi, comme je peux parler de réservoir avec mes enfants, tu vois, moi, quand je parle de réservoir avec mes enfants, je vais te dire, quitte à être dans la rigolade, quand je parle de réservoir avec mes enfants, j'ai les tonneaux de vin ou de bière de Astérix et Obélix, je crois, chez les Anglais ou un truc comme ça. Pour moi, c'est cette image-là dans ma tête, tu vois. Voilà, quitte à rigoler, rigolons un petit coup. Et pourtant, je suis quelqu'un qui boit très peu. Alors, comme ça, au moins, on se demande. Mais oui, tu vois, on a des images mentales. On a des images mentales, mais qui sont intéressantes et qui ont du sens en réalité. Même si on en rigole, etc., elles font sens parce que c'est ça, finalement. Si tu grandis dans le bon milieu, on peut dire milieu aussi, hein, si tu grandis dans le bon milieu, alors quand tu grandis enfant ou quand tu finis par le trouver adulte,
eh ben, ça te permet aussi de t'élever. Tellement. Et on confond souvent la, qui nous sommes, la valeur que nous avons en tant qu'individu, en tant que performeur même, j'ai envie de dire, dans un environnement, alors que c'est l'environnement finalement qui nous qualifie à ce moment-là. Et que si on change d'environnement, tout éclot, tout prend, c'est incroyable, alors que on a fait exactement la même chose que dans l'autre environnement, mais que cet environnement-là, en fait, n'était pas fait pour pouvoir nous laisser éclore. Et tu vois, qui t'a parlé d'environnement, et pour boucler la boucle avec ce qu'on a dit dès le départ, eh ben, quand tu as un bon milieu, quand tu as un bon terreau, quand tu as de bons réservoirs, dans ton réservoir, il faut de la place. Dans ton jardin, il faut de la place pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir. Un arbre, il a besoin de place. Une plante, elle a besoin d'une place. Quand tu es la personne qui accompagne, si tu réponds immédiatement, tout de suite à la personne qui t'interroge, quelle place tu lui laisses pour grandir? Quelle place Mhm. tu lui laisses pour réfléchir, pour se développer? À l'inverse, si tu es la personne qui pose la question, si on t'amène la réponse tout de suite, quelle place tu t'es donnée pour grandir? Et la boucle est bouclée. Incroyable. Voilà pourquoi la facilitation, ça change tout. Vraiment. Incroyable. C'est powerful. Tout ce que j'aime.